darle la palabra a Dominique Silvain, quiero comentar lo siguiente. Luego de esta conferencia viene una representación del grupo español Hijo de Mary Shelley. Todos saben que fue Mary Shelley, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿Qué más? Mary Shelley es la autora de una novela que todos conocen. Frankenstein. Leanla. Bueno, cuando cuando comience esta representación, la puerta se va a cerrar, no van a poder salir ni con un abogado y tampoco va a poder entrar nadie. Y luego ustedes van a escuchar una especie de silbido que viene del... y bueno, lo van a disfrutar. Dominique Silvain ya estuvo con nosotros, hoy repite cuál es el tema hoy. Hoy es la relación de su escritura con Oriente. Bueno, Dominique ha vivido mucho tiempo en Oriente, principalmente en Japón. Su marido probablemente está viviendo en Hong Kong, de manera que parece que es una familia muy atraída por lo oriental. Habíamos pensado mandarla a Uruguay, pero no le interesa. Bueno, pero salimos y mi marido no vuelve. No logramos volver a Francia. Très bien. Mais d'ailleurs, bonsoir. C'est un sujet de l'influence de l'Asie sur mon travail. En fait, c'est une idée d'Ernesto Macho, elle est excellente, parce qu'en fait, c'est un gros mystère pour moi. Je n'aurais jamais la réponse. Je me dis, quels auraient été mes livres si je n'étais pas partie en Asie. Donc je ne saurais jamais, parce qu'en fait, c'est un peu ce qui a déclenché mon inspiration. Bueno, buenas noches. Esta idea de la influencia de Asia en mi trabajo es una idea que me parece muy interesante, que tuvo Ernesto y que para mí es un poco un misterio, porque la verdad que vivir en Oriente fue el disparador para que yo comience a escribir. Así que me pregunto cuáles serían mis libros si yo nunca hubiera estado en Oriente, no sé si hubiera empezado a escribir. Donc j'avais été journaliste d'entreprise pendant de nombreuses années et je commençais à avoir très envie d'écrire, mais je n'avais pas la moindre idée du sujet. Et juste à ce moment-là, mon mari m'annonce qu'il est muté à Tokyo et nous allons le suivre. Bueno, yo durante muchos años fui periodista, fui periodista en el sector corporativo, trabajaba en una gran empresa y durante muchos años tuve ganas de escribir, pero no tenía una idea tan clara de cuál era el tema sobre el cual quería escribir, y en esa época justo fue que mi marido me anunció que nos mudábamos a Tokio. Alors j'avais déjà une idée du Japon avant de partir, j'avais une sorte de Japon rêvé dans la tête. C'était en partie nourri par mes lectures. Bon, j'avais plutôt lu des classiques, j'avais lu Kawabata, j'avais lu Natsume Soseki, j'avais lu Mishima bien évidemment, mais j'avais pas vraiment... Enfin, c'était une sorte de Japon qui n'existe plus. Et en revanche, j'avais été très impressionnée par un animé. Oula. Upa. Ça va. ¿Está bien? Sí, forma parte. Et donc j'avais été... C'était les classiques japonais. Oui, et donc alors d'un côté j'avais ces informations sur la culture classique japonaise, et d'autre part j'avais été très impressionnée par un animé qui a été fait à partir d'un manga, et c'est en fait le même créateur qui a fait le manga et l'animé, qui s'appelle Katsuhiro Otomo, et ça s'appelle Akira. Et en fait c'est un splendide animé dans un Tokyo hyper moderne, un Tokyo futuriste, qui raconte une histoire avec des enfants mutants. C'est une histoire apocalyptique effrayante, mais esthétiquement c'était somptueux et ça m'a beaucoup fait rêver avant de partir. Bueno, yo ciertamente tenía una idea sobre lo que era el Japón, una idea soñada, si se quiere, a través de las lecturas que yo había hecho de muchos clásicos japoneses como Kawabata, Soseki y Mishima sobre todo, pero este es un Japón que no existía más. Y una vez en Japón, algo que me influyó mucho fue un anime que se hizo basado en un manga. El autor de los dos era Katsuhiro, que se llama Akira, que conocido
anime que sucede en un Tokio posapocalíptico donde hay niños mutantes y es un ambiente bastante especial. Alors, avant de partir, on m'avait annoncé de la laideur, on m'avait dit, tu vois, cette ville c'est très moche, c'est très partois. Parce qu'en fait, bon, elle a été détruite par les tremblements de terre, par les incendies, par la guerre. Et donc tout était reconstruit peut-être assez vite. Et on m'avait promis que ça serait un petit peu difficile de m'acclimater. En plus, c'est une métropole absolument gigantesque. Bueno, antes de partir hacia Tokio me habían dicho que es una ciudad muy nueva, que estuvo destruida por la guerra principalmente, pero también por incendios y que fue toda reconstruida, y que es una gran megalópolis y que pensaban que me iba a ser muy difícil aclimatarme allí. Et en fait, moi j'ai eu un choc esthétique dès que je suis arrivée, et ça m'a fait penser à ce film que j'adorais, qui me semble plus Blade Runner de Ridley Scott, qui en fait se déroule, c'est un film de science-fiction, ça se déroule à Los Angeles, mais en arrivant j'ai compris d'où Ridley Scott avait tiré son inspiration, parce qu'en fait il a fait une fusion de Los Angeles et de Tokyo, et je retrouvais ses impressions, et c'était au début des années 90, donc nous étions au XXe siècle, mais j'avais l'impression de débarquer dans la ville du 21e, donc ça a été un gros choc. Bueno, y otra cosa que me influyó mucho que fue cuando llegué a Tokio, tuve un enorme shock estético. Un poco me sentía en la película Blade Runner de Ridley Scott, aunque él la hizo en Los Ángeles, me di cuenta enseguida de dónde había sacado la inspiración para crear esa ciudad, que en realidad es una mezcla de Los Ángeles y Tokio. Y si bien esto fue en los años 90, en el siglo XX todavía, cuando llegué enseguida tuve la impresión de estar en una ciudad del siglo XXI. Et en fait, le contexte économique et politique était aussi très intéressant, très inspirant pour un auteur. Un auteur en devenir, parce que j'avais encore rien écrit. El contexto socioeconómico y político también era muy interesante para un autor, muy estimulante. A un autor que iba a ser un autor, pero yo todavía no había escrito nada, ¿no? Parce qu'en fait, on arrivait à la fin de la période qu'on appelait la bulle, qui s'était en fait déroulée de 1986 à 1991. C'était une période pendant laquelle la spéculation avait vraiment été bon train, les prix étaient très élevés. Le Japon était dans une situation de surcharge économique, de surchauffe plutôt économique. Et nous sommes arrivés juste au moment où tout ça était en train de se fissurer. Et bon, c'était peut-être pas très drôle pour les Japonais, mais c'était assez fascinant, assez passionnant. Bueno, en esa época también fue lo que es el fin de una burbuja económica que vivió Japón, un periodo entre el 86 y el 91 de altos niveles de especulación, en donde realmente la economía de Japón estaba sobrecalentada en una cosa ficticia que comenzó a quebrarse justamente cuando llegamos y que era bastante raro para los japoneses, pero para nosotros era muy interesante de ver. Et ce qui me frappait, c'est qu'en fait, il y avait tout le temps des crises politiques. Il y avait une sorte de grand contraste entre la population qui était calme, tranquille, extrêmement polie, et puis la classe politique qui se disputait énormément. Il y avait des scandales, il y avait des histoires de pots de vin. C'était très, très tendu, sans doute justement parce qu'il y avait la montée des problèmes économiques dans le pays. En ese momento también se sucedían muchas crisis políticas a raíz de esto, y era muy interesante ver el contraste entre el pueblo calmo y educado y los políticos que estaban de escándalo en escándalo, de discusión en discusión, justamente porque estaban en una crisis económica notoria. Et puis il y avait aussi un phénomène qui était assez intéressant, qui est qu'il y avait énormément de sectes au Japon, de sectes bouddhistes essentiellement. Et en fait, je m'étais renseignée et j'avais appris qu'au moment de la modernisation, tout au début c'était l'empereur qui nommait le Premier ministre, le gouvernement, et ensuite, quand le Japon est devenu une démocratie moderne, il y a eu des élections pour tout ça. Et rapidement, des groupes d'influence, et notamment les sectes, ont compris où était leur intérêt et ont soutenu, et ça continuait quand nous y étions, il y avait pas mal de mouvements politiques, de partis politiques qui étaient soutenus par des sectes. Bueno, otro fenómeno muy interesante en esa época en Japón eran las sectas, mayoritariamente budistas, pero había muchísimas sectas religiosas que influían en el país. En el momento que Japón era un imperio, los gobernantes eran elegidos por el imperio, los gobernantes que pasaban. Pero cuando entró la democracia y empezó a haber elecciones, las sectas se convirtieron en un poder político que sostenían distintos partidos. Voilà, moi j'ai très envie d'écrire un roman, donc je me laisse influencer, je suis un peu comme une éponge qui récupère toutes ces informations.
Et il y a aussi une influence littéraire. En fait, quand je débarque au Japon, je découvre, alors qu'il est quand même déjà très connu dans son pays, il a une quarantaine d'années, je découvre le travail de Haruki Murakami. Bueno, eso fue todo una gran influencia para mí, tenía ganas de escribir una novela donde todo esto estuviera involucrado, pero no fue solo una influencia del contexto, sino que también influencia literaria, que bueno, ya tenía una influencia hace, creo que los últimos 40 años fue un escritor muy influyente, Haruki Murakami, lo leí en ese momento y también fue una gran influencia. Alors en fait, je le découvre en anglais parce qu'il est pas encore, je le cherche, là, je voulais montrer le petit livre, bon je ne l'ai pas, ça ne rien. Et en fait, je le découvre en anglais parce qu'il n'est pas encore vraiment connu en Occident, ça commence. Et j'ai de la chance parce que je tombe sur la traduction d'Alfred Birnbaum, qui est un traducteur américain formidable et qui fait sonner Murakami d'une manière très rock'n'roll, c'est vraiment très emballant. Bueno, como saben, en Occidente no era tan conocido en esa época Murakami y lo descubrí en inglés. Por accidente lo encontré en una traducción de Alfred Birnbaum, que es un traductor norteamericano muy bueno, que realmente hace sonar bien las palabras de Murakami en inglés y lo hace sonar muy rockero, con un estilo muy propio. Et notamment, je lis un roman qui s'appelle La fin des temps, en anglais c'est World Wonderland and the End of the World, qui date de, je pense qu'il a été publié en 1985, et je suis tout de suite emballée par cette ambiance parce que j'ai l'impression de découvrir un Japon réellement contemporain, bien que ce soit un livre qui soit en même temps sur la science-fiction et sur l'onirique. Bueno, el libro que leí primero fue publicado en 1985 y se llamó El final de los tiempos, en inglés tenía otro título, que realmente era una de las novelas que yo pensé, esto me está transmitiendo un ambiente contemporáneo en Japón, a la vez que tiene algo de ciencia ficción y algo de onírico, me está transmitiendo algo muy contemporáneo. En tout cas, c'est un gros coup de cœur et il y a chez Murakami un parfum de roman noir que j'apprécie particulièrement. Il y a une découverte aussi toujours grâce à Birnbaum, le traducteur, il traduit également Miyuki Miyabe, donc une femme, et qui a écrit Carte pour l'enfer, All She Was en 1992, et c'est une histoire très belle. C'est l'histoire d'un inspecteur qui, son neveu lui demande de partir sur les traces de sa fiancée, laquelle est couverte de dettes et a fui, enfin a disparu. Et en fait, le policier se met dans les traces de cette femme et s'aperçoit qu'elle a peut-être laissé des cadavres derrière elle. Et qu'en plus, elle n'est pas qu'elle traite en